On pourrait penser la gastronomie dans une perspective plus de philosophie du vivant, donc c'est tout ce qui touche à l'alimentation du vivant ou des vivants, parce que je pense qu'on ne peut pas réfléchir la gastronomie de la cuisine, de la restauration, sans que ça soit intimement lié à de la manière qu'on cultive le sol, à comment est-ce qu'on transporte la marchandise, à comment est-ce qu'on la mange, avec qui on la mange. Donc tout ça, pour moi, c'est lié. Puis c'est ça, j'aurais de la difficulté à circonscrire ça à juste l'action de cuisiner. Bonjour et bienvenue dans Terroir Fertile, le balado qui part à la recherche de celles et ceux qui réfléchissent notre territoire alimentaire autrement. Je suis Christelle Fournier et dans chaque épisode, je vais à la rencontre de praticiennes réflexives et de chercheurs afin de réfléchir et d'aller plus loin dans la question de notre territoire alimentaire de demain via une perspective de commun alimentaire mais aussi de frontières planétaires et aussi des enjeux sociaux et sociétaux. Tu peux partager ce balado pour faire découvrir nos invités. Puis tu peux aussi nous soutenir via Patreon. Ça permet ainsi de payer le tournage. Et puis j'en profite pour remercier Ivan Arturo et Charlotte Gandin d'être présents aujourd'hui, sans qui ce tournage ne pourrait pas avoir lieu. Aujourd'hui, nous sommes avec Christophe Dubois, à la ferme Jeunes au Travail de Laval. Christophe est coordonnateur en intervention sociale auprès de la ferme. Christophe, bonjour. Allô, merci. Merci de nous accueillir à la ferme. Tu es donc en fait coordonnateur en intervention sociale à la ferme Jeunes au Travail. Tu vas nous en parler un peu plus, de savoir quelle est cette ferme. Ouais. Mais à côté de ça aussi, tu t'intéresses à la gastronomie sociale. C'est une question, tu es candidat à la maîtrise actuellement autour de cette question-là. Quand on parle de gastronomie sociale, déjà on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, mais on se dit gastronomie, sociale, jeune, la réinsertion, c'est bien. On part du principe que c'est bien. Puis en discutant avec toi, je me suis rendu compte que ça va beaucoup plus loin et que selon comment c'est fait, selon la posture, on peut être un peu déviant et un peu peut-être colonisateur ou autre. Donc je propose qu'on en parle aujourd'hui, surtout Absolument. si on veut voir l'alimentation de demain. Le balado va se décliner en 4 parties. D'abord, on va venir à ta rencontre via les racines. Ensuite, on va aller dans le terreau, c'est-à-dire rentrer dans le vocabulaire, justement, c'est quoi toute cette patente-là, pour ensuite aller voir la floraison. Tu nous dis un peu où on en est aujourd'hui et c'est quoi les choses inspirantes. Et puis on va finir avec les récoltes. C'est quoi tes rêves pour demain? Super. C'est bon? Ça me plaît. Le programme, c'est oui, parfait. ouais. OK. En fait, on va passer 1 heure, 1 heure et demie ensemble. On se connaît peu, donc c'est en travaillant avec toi les questions que je découvre finalement tout ce monde-là, même si en réalité on le côtoie dans notre métier. Bah oui. Et donc je me dis, tu as tellement de choses à nous dire, on va voir ça ensemble. Puis on va commencer avec les racines. Je voudrais que tu te présentes, mais via la perspective depuis une de tes 2 grands-mères jusqu'à toi aujourd'hui. Selon mamie, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle à la maison. Famille de Montréal depuis qu'il peut y avoir des familles ouais. Fait que des 2 côtés de mes parents, dans les premiers colons. Et puis, famille urbaine qui a vécu la ville, puis les déplacements typiques vers la banlieue lavalloise. Fait que je suis un petit gars de Laval. T'as grandi à Laval? J'ai grandi à Laval. J'ai grandi à Laval, pas trop loin de la ferme. J'ai fait mes études à Montréal. J'avais envie de quand même sortir de la banlieue. Parce que tu as fait des études de cuisinier aussi, c'est ça? J'ai fait mon secondaire à Montréal, puis après ça, j'ai fait des études en cuisine à Montréal. Montréal et Laval. C'était un programme avec l'ITHQ et Montmorency. Okay. Donc en gestion d'établissement de restauration, je ne savais pas trop quoi faire. Je me disais, soit j'apprends à cuisiner ou j'apprends l'allemand et l'espagnol. Parce que j'avais aucune idée. Je me disais, je vais apprendre quelque chose d'un peu pratique. Puis la cuisine, vers 2010, ça commençait. C'était bien à la mode. Il y avait l'émission de Martin Picard, je ne me rappelle pas du nom. Moi, j'étais pas ici, en fait. Ah, c'est ça, en 2010. C'est l'immigrante, là, je suis arrivée à fin 2009, donc non. Oui, c'est ça. C'était José Di Stasio en famille à Télé-Québec qu'on écoutait, les émissions de cuisine comme ça. Donc, j'ai un peu grandi là-dedans, puis c'est ce qui m'a donné envie d'aller vers la cuisine, finalement. Tu passes
d'un monde très urbain à une orientation tout doucement rurale. Ouais, ben dans la dernière année et demie, je te dirais. Ça a vraiment été... c'était très clair pour moi que je devais quitter jeune la banlieue. Parce que j'habitais à Laval, mais il y avait la métropole montréalaise à côté, fait que ça m'attirait. Puis bon, j'ai étudié en cuisine, travaillé en cuisine, fréquenté donc l'industrie gastronomique. Tout cet univers-là, parce que c'est vraiment un monde à soi. Très hiérarchique. Full hiérarchique. Puis on rentre dans les détails quand tu veux là, de la hiérarchie en cuisine. C'est ça, ouais. Non, mais j'ai le cliché français de la hiérarchie en cuisine. Donc je pense qu'on est moins là-dedans au Québec, j'ai l'impression. Mais on n'y échappe pas. Puis dans l'éducation, c'est la même chose. Puis comme dans n'importe quelle école, j'ai l'impression, ben il y a toujours cette posture-là très, très patriarcale, tu sais, de l'éducation. Puis là, dans une école technique, que ce soit l'ITHQ ou probablement bien des DEP aussi, peu importe le domaine, il y a ce regard-là très, très masculin, autoritaire, machiste, auquel on a bien de la misère à s'échapper. Puis en cuisine, moi, c'est quelque chose que rapidement on observait. Déjà, les profs en cuisine, c'était que des hommes. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Les profs femmes, on est prof d'anglais, admin, je pense, quelque chose comme ça, tu sais. Ouais, un peu le cliché de genre, en fait. Oui, absolument. Absolument. C'est des bonhommes autoritaires dans la cuisine. Mais ça parle tout croche. C'est des jokes de... Puis tu me diras si c'est une anecdote que tu veux garder, mais le prof qui sent le saumon puis qui dit que ça sent comme sa femme. Puis, on n'est pas dans les années 80, là. C'était en 2010. 2014, là. Ah oui, 2013-2014. Okay. Ça fait pas si longtemps. Puis, c'est la norme. OK. Ah ben, tu vois, je m'y attendais pas du tout. C'est comme ça. En tout cas, moi, ça a été l'expérience que j'ai vécue. Après, probablement, là, qu'au tournant de 2016, il y a eu des grands changements avec le mouvement MeToo. Okay. J'ose espérer que dans la culture, mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience que, peut-être que de comparer le saumon à sa femme, il y a des enjeux avec ça. C'est peut-être pas si drôle que ça, tu sais. On en rit parce que c'est d'un ridicule, oui. C'est absurde. Puis on se dit aujourd'hui, 10 ans plus tard, ça se peut pas. Mais ça se peut que ça soit encore ça. Parce que entre après ce qu'on voit à l'école, puisque dans la vraie vie, comme on l'appelle souvent, on va le retrouver, ce genre de commentaires-là. Je vois qu'on rentre direct sur la question de ton militantisme. J'ai l'impression que tu es quelqu'un... Justement, tu te considères quoi? Tu te considères militant, éco-citoyen, coordonnateur, cuisinier? Je fais exprès de tout mélanger. Je pose la question aussi aux chercheurs, parce que c'est un peu plus délicat dans la recherche. Ouais. Mais... Non, moi, j'essaye de tout faire cohabiter. C'est pas toujours évident. Puis il y a des moments où, oui, là, j'ai une posture de coordonnateur. Mais au quotidien, non, je vis avec mes subjectivités. Je crois pas tellement à l'objectivité. Je pense que c'est un... Bon, peu importe ce que je pense de ce que c'est. Ça fait partie, je pense, du travail social. Hein? On est notre propre outil. J'essaie de déconstruire des trucs que je connais, que j'apprends, mais je viens aussi avec mes croyances, mon narratif, les mythes auxquels je crois, la manière que j'ai été éduqué, tout ça. Fait que c'est bien difficile de faire comme si je suis juste coordonnateur. T'sais, quand je suis ici, je suis le coordonnateur de l'intervention, mais je suis Christophe, le gars qui a été cuisinier, l'ami, peu importe, j'ai comme tous ces chapeaux-là. Puis c'est un peu ce qu'on essaye aussi là, de promouvoir à la ferme, de refuser cette croyance-là que quand on arrive au travail, la maison, ça reste à la maison, puis quand tu es au travail, tu es au travail. Ça se fait pas de laisser les problèmes de la maison à la maison. On vit avec au quotidien. On l'a dans la poche avec le téléphone, les textos, on les reçoit, il faut qu'on fasse avec. Puis c'est de silencier puis de réduire les enjeux ou le vécu. On ne croit pas que c'est par là
qu'on peut passer par l'insertion, ni qu'on va transformer les normes du travail. En essayant de se segmenter, de se réduire, puis de dire non, là, c'est mon moi du travail, ben, c'est d'invisibiliser toute une partie de soi qui est importante, puis qui fait qu'on est au travail aujourd'hui, tu sais. Ben, je vois qu'on rentre direct dans la matière, puis pour mettre tout au clair, c'est quoi la ferme Jeunes au travail? La ferme Jeunes au travail, c'est un organisme d'insertion socio-professionnelle qui accueille des jeunes de 16 à 35 ans. Pour des parcours rémunérés de 6 mois, soit en agriculture, en cuisine ou en ébénisterie. Donc on fait de l'agriculture bio, on a les certifications, cuisine qu'on appelle cuisine sociale, gastronomie sociale, cantine sociale, peu importe. Ouais, on va y revenir là. On joue un peu sur les termes. Puis ébénisterie éco-responsable parce qu'on est dans un modèle d'économie circulaire, parce qu'on récupère le frêne que la grille, le frêne malade de Laval, pour le retransformer, le revaloriser. Donc pour ce qui est de l'agriculture, tous ces programmes-là sont offerts aux jeunes dans une perspective d'insertion socio-professionnelle. Fait que oui, par l'insertion sur le marché de l'emploi, puis donc dans l'acquisition de compétences transversales, disons-le comme ça. Et ça fait combien de temps que la ferme existe? La ferme existe depuis une trentaine d'années. Oui, parce que quand on est là, on voit qu'il y a tellement d'infrastructures. Justement, on se posait la question avec l'équipe et on se disait comme ça a l'air d'être là depuis longtemps. Oui, c'est là depuis un bout. Ça a beaucoup évolué, beaucoup changé. Il y a eu des programmes au début de bois de chauffage. Fait qu'il y avait... C'était une terre à bois. Okay. Puis une partie du programme d'insertion passait par faire du bois de chauffage. Puis je pense que ces changements, l'évolution de la ferme suit aussi les tendances du milieu communautaire, puis la compréhension, les subventions, ce qui est à la mode, puis la compréhension de l'insertion socio-professionnelle. Et justement, c'est quoi l'insertion socio-professionnelle? Alors je sais que c'est des grands, mais on est là pour ça justement, donc vas-y. L'insertion socio-professionnelle, c'est un courant, c'est une dimension de l'action communautaire, de l'action collective, qui cherche à, disons, réduire l'exclusion sociale ou favoriser l'insertion ou l'inclusion par le travail. Donc, c'est cette croyance-là que le travail est une porte vers l'inclusion sociétale, puis qui nous permet de devenir citoyens et citoyennes. Ensuite, il y a plein de manières de la mobiliser, ou de mettre en place des dispositifs d'insertion. Mais donc, c'est cette croyance-là, je dirais, là, créer un cadre, d'offrir un cadre de travail qui permet à des gens qui sont loin du travail d'avoir une expérience qui est positive, puis d'acquérir des compétences qui pourront après ça être transposées ailleurs dans d'autres entreprises, dans d'autres jobs. Et ce qui veut dire que théoriquement, les personnes qui travaillent ici vont éventuellement aller travailler dans d'autres fermes en cuisine. Ça arrive ou c'est comme un fantasme? Il y a dans ma perspective, dans notre perspective qu'on essaie d'instaurer, c'est cette pratique-là qui est beaucoup plus proche de l'action collective, de l'action communautaire autonome. Plus que... En fait, c'est d'organiser ma pensée un petit peu parce que ça part de même, puis c'est des sujets qui m'intéressent. Faut pas la regarder, elle est pas là. Non, ok. Oui, c'est comme... Non, mais t'as le droit de rire, Marie, t'inquiète pas, on est chill. J'essaye juste que ça soit cohérent au niveau du regard. Il a le droit de rigoler avec toi en me regardant. Ah, c'est bien ça. C'est comme... c'est ça. Donc, comment on le voit ici, que ce soit de l'ébénisterie, de la cuisine ou de l'agriculture, tout ça, c'est un prétexte. Oui. C'est un prétexte pour se rassembler, pour collectiviser des expériences, des vécus, des enjeux, pour reprendre du pouvoir, et puis pour s'insérer dans le marché de l'emploi, mais peu importe si c'est en cuisine, en ébénisterie, en agriculture, en coiffure, que ce soit un retour à l'école, que ce soit de l'admin, peu importe. L'idée, c'est de passer un moment, un 6 mois, d'être rémunéré pendant ce moment-là, puis d'acquérir, oui, des compétences, mais de voir aussi un peu c'est quoi les possibilités qui s'offrent à soi.
Donc vraiment dans une perspective d'éducation populaire et puis d'utiliser ces terrains-là d'expérimentation, ces terrains de jeu pour développer un peu là, le vivre ensemble, le faire ensemble, briser l'exclusion surtout. Et puis, travailler sur, oui, l'acquisition de compétences, mais aussi sur les objectifs, tu sais, vraiment personnels de chacune des personnes qui viennent, parce qu'il y a un cadre qu'on propose, mais il y en a que, tu sais, dès leur arrivée, l'intérêt puis l'objectif, c'est d'être payé, c'est d'avoir une job pendant 6 mois. C'est déjà énorme. C'est énorme. Fait qu'après ça, tu sais, on peut pas prétendre que puis espérer que l'objectif, ce soit que cette personne-là trouve un travail sur une ferme. Puis ce qui est super important aussi dans le milieu dans lequel on est, que ce soit en agriculture ou en cuisine, je connais moins l'ébénisterie et ce monde-là. Mais en cuisine puis en agriculture, c'est des milieux qui sont hyper difficiles, des milieux de travail hyper difficiles et qui sont pleins de problématiques aussi. Là. On ne peut pas se le cacher. Il y a des belles émissions de télé puis des beaux success stories là, de belles cuisines, de belles fermes et tout ça, mais la réalité, c'est que c'est vraiment pas évident comme milieu. Donc c'est un peu paradoxal parce qu'on donne un outil pour être dans une forme de job assez précaire, difficile, qui est dans l'usure du corps. Oui, c'est là où l'intention est importante. Donc c'est de travailler avec cette intention-là que c'est pas nécessairement la cuisine, l'agriculture, l'ébénisterie, c'est un moyen de se faire un petit coffre à outils pour le marché de l'emploi en grand. Mais pas nécessairement vers la cuisine ou l'agriculture. C'est sûr que nous, on trouve ça super intéressant. C'est des milieux qui nous tiennent à cœur. Moi, je viens du milieu de la cuisine, mais autant que je l'aime, autant où je le trouve parfois absurde, parfois dégueulasse. Moi, c'est un milieu qui m'a fait du mal, dans lequel je me suis fait mal. C'est pas quelque chose que je veux pour personne. Au téléphone, quand on s'est parlé pour préparer l'entrevue, tu me disais justement toute la question du savoir-être chez les jeunes, puis finalement cette posture de bien-pensance parfois. Est-ce que tu as une perspective assez intéressante, je trouve, donc si tu peux nous en parler. Perspective un peu critique, je dirais, par rapport à ça, un peu beaucoup. Parce que oui, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le milieu de l'insertion, dans le milieu de l'éducation aux adultes, beaucoup le savoir-être, les bons comportements adoptés. Donc, pour moi, c'est une posture qui est très dans la prescription, presque dans cette lignée-là, d'une espèce de contrôle social, là, où on induit, où on impose des comportements plutôt que d'essayer de voir l'ensemble de la chose, puis qu'est-ce qui fait que, plutôt que de questionner le comportement déviant ou hors norme, de voir il est hors norme par rapport à quoi, puis de travailler sur la norme, puis qu'est-ce qui fait que il y a des gens qui sont exclus, on est plutôt dans arrête de faire ça, puis fais ça à la place. Écris ton CV comme ça, ou apprends à dire s'il vous plaît, merci, parce que c'est une bonne chose en soi, mais sans questionner ce qu'il y a derrière. Puis le milieu de l'insertion, c'est beaucoup ça. On va accompagner individuellement les jeunes en leur transposant un savoir-être, en leur montrant comment être. Mais moi, je trouve que c'est hyper prétentieux, je trouve que c'est super pédant. Puis il y a quelque chose de violent même là-dedans, d'insinuer que quelqu'un ne sait pas être. Ouais, c'est ça. Parce que tu te dis, non, comment savoir être? Puis c'est très culturel, parce que moi je me rends compte que juste en ayant immigré ici, il y a des comportements qui sont mésadaptés, qui dans ma culture sont des comportements de savoir-vivre. Et il y a vraiment plein de choses qui m'ont choquée, et entre autres au regard de l'alimentation. Comment on s'invite ou pas à manger, comment on est cadré dans cette invitation, comment on peut te choquer quand on est invité à manger. L'eau aussi, tout le monde a tout le temps une bouteille d'eau sur soi. C'est bête, mais dans la majorité des pays dans le monde, t'as pas de bouteille d'eau sur toi. Et pour moi, c'est comme difficile d'accueillir le monde. Parce que quelqu'un qui rentre chez moi, la première chose que je vais lui proposer, c'est « est-ce que tu veux de l'eau ?» Puis en fait, la réponse est souvent « non, j'en ai ». Moi, ça me coupe. Non mais c'est drôle. Mais oui, mais puis c'est toute cette
ben, de pouvoir en parler comme ça, au lieu de juste dire, ben non, tu sais, c'est pas comme ça qu'on fait. Ouais. C'est pas comme ça, fais comme ça. Il n'y a pas de discussion possible à ce moment-là. Moi, ce qui m'intéresse avec les jeunes avec qui on travaille, c'est de justement repenser les manières de faire ensemble pour que ce soit réellement inclusif. Parce que l'inclusion, c'est pas quelque chose qui se prescrit, c'est quelque chose qui se fait. C'est dans le réel, c'est dans l'expérience ensemble. Parce que si c'est juste moi qui dis comment t'inclure, ben là, il n'y a pas de réciprocité là-dedans. Mais là, en fait, c'est un travail que vous faites ici avec ces personnes-là. Mais le truc, c'est qu'en sortant d'ici, parce que c'est les gens comme moi qui devraient être éduqués à ça quelque part. Oui, potentiellement. Absolument, absolument. Mais tu sais, justement, dans cette lignée-là, tu sais, on a mis sur pied avec différents partenaires un comité de sensibilisation aux entreprises, au lieu que ce soit... Parce que là, on est beaucoup dans la sensibilisation des jeunes, tu sais. Oui. Soyez comme ci, soyez comme ça, soyez pas comme ci, soyez pas comme ça. Tiens ta fourchette de telle manière, travaille de telle manière. C'est bien beau tout ça, mais une fois c'est ça qui sort d'ici, là, il faut que le monde du travail aussi, lui, soit inclusif, puis soit prêt à s'adapter. Parce que la transformation sociale qu'on souhaite... en fait, c'est ça, c'est une transformation sociale. Puis ça, ça inclut tout le monde, pas juste la partie marginalisée. La partie marginalisée, elle est uniquement marginalisée parce qu'il y a des gens qui la marginalisent, cette partie-là. Fait que moi, ce qui m'intéresse bien plus, c'est de travailler sur la partie qui marginalise, puis d'accompagner les personnes marginalisées, plutôt que... c'est ça, tu vois, c'est d'équilibrer un peu le travail. Il doit y avoir un dialogue, en fait. Sinon, c'est encore une fois... Puis après, je me dis, c'est pas forcément sur vous que ça doit reposer, parce que ça serait encore... Oui, mais vous pouvez être des acteurs participants fortement parce que vous avez cette compréhension. Mais ce que j'entends, c'est que tu es en train de nous dire aussi à nous, vous avez une part de responsabilité. Et donc, on doit être actrice et acteur de ça, en fait. Oui, absolument. Mais peut-être ce travail-là, tu sais, de prendre la parole, d'aller voir des entreprises, d'aller voir des... Oui, ça, on peut le prendre sur nous. Je pense que ça peut faire partie de notre travail. Puis, on est des intervenants, des intervenantes psychosociales ici. Mais dans une perspective d'organisation collective, d'organisation communautaire. Donc, il faut sortir de la ferme pour pouvoir bien faire notre travail, puis aller voir les gens aussi qui sont concernés, puis que le travail de transformation, puis de métamorphose, il ne se fait pas juste à la ferme. C'est important que le monde du travail aussi se transforme, puis qu'il repense ses normes, ses règles, ses cultures, ses mœurs et tout ça, pour que l'adaptation se fasse... réciproquement. Oui, dans la réciprocité puis dans l'accueil. Parce que tu parles beaucoup d'actions communautaires autonomes. Tu veux bien nous expliquer? Parce que je vois que le mot autonome est très fort, puis je sais qu'il y a tout un mouvement au Québec en lien avec ça. Oui, c'est une frange de l'action communautaire, puis c'est cette volonté-là de rester autonome dans ses pratiques. Puis c'est cette défense-là, ce plaidoyer pour l'autonomie, pour le pouvoir d'action. De ne pas se laisser, tu sais, assujettir aux bailleurs de fonds, aux modes, aux tendances. Mais c'est très difficile parce que financièrement... Super difficile. Ben oui. Puis on est pogné là-dedans. On est pogné là-dedans, puis il y a toute une transformation, tu sais, de l'action communautaire qui est en marche depuis plusieurs années, là. On a parlé il y a longtemps, au tournant des années 80, tu sais, de la professionnalisation du milieu communautaire. On est rentré dans des logiques là, de nouvelle gestion publique, de management, lean, tout le ressac là, du Fordisme, du Toyotisme et tout ça. Mais là, ça s'est inséré dans le milieu communautaire. 100%, Puis là, de cette professionnalisation-là, on est dans une ultra-professionnalisation où moi, je parle d'une entreprisation. Je reprends les mots de différents chercheurs, puis beaucoup dans le milieu de la décroissance. Mais on parle d'entreprisation, donc le milieu communautaire, surtout quand ça touche l'alimentation, on est dans des perspectives très, très entrepreneuriales de la chose. Parce que manger, c'est dans les mains de quelques grandes entreprises de semences, de culture, de distribution et tout ça. Puis dans le narratif collectif, dans les logiques actuelles, on est dans ces dynamiques-là de pouvoir, dans ces dynamiques marchandes-là. Donc toi, tu le vois même
dans les organismes communautaires en général. Et je voudrais bien qu'on parle justement quand même de la gastronomie sociale, qu'on vienne sur les définitions, parce qu'en fait, on est en train de tourner autour là depuis tout à l'heure. Ouais. C'est quoi la gastronomie sociale et quel est ton... Je sais, ouais, mais c'est ça, on pourrait passer 4 heures. Puis, Oui, c'est pas très très vite, je sais pas. Je sais pas, c'est quoi la gastronomie sociale. Non, ben, je pense que c'est quelque chose... En fait, ce que je me suis rendu compte en l'étudiant puis en naviguant là-dedans depuis quand même quelques années déjà, je me rends compte que c'est hyper difficile à définir parce que je pense qu'on est encore au stade de la pratique puis de l'expérimentation. Donc, d'avoir un regard plus de surplomb, je sais pas si on est rendu là encore, puis je sais pas si ça aiderait le mouvement. Parce qu'après ça, ben, qui décide de qu'est-ce que c'est, la gastronomie sociale? Oui, les définitions qui enferment. Ouais. Ben oui, exactement. Fait que là, c'est tous des enjeux plus épistémiques là, de qu'est-ce que c'est, puis de qui décide, de pourquoi, de comment. Mais dans la pratique, il y a des observations qui se font. Parce que sinon, on va pas... Ben oui, parce que sinon, ben là... c'est ça m'a fait plaisir. Non, mais dans la pratique, ce qu'on observe, c'est cette tendance-là, tu sais, à avoir une gastronomie ou une alimentation qui révèle une intention sociale, qui révèle un engagement politique, et puis qui cherche à aller au-delà de ce qu'on conçoit traditionnellement de la gastronomie. Hein, donc, on va chercher à dépasser les restaurants étoilés, les nappes, cette conception un peu figée, cristallisée là, du bien manger, de la bienséance, de tout ça, de la gastronomie. Donc, c'est vraiment cette intention-là de mobiliser l'espace gastronomique. Donc, que ce soit pour moi, c'est ça, c'est l'espace gastronomique. Donc, c'est du champ à l'assiette, avec tout ce qu'il peut y avoir en interaction dans cet espace-là, qui porte une intention de transformation sociale. OK, donc ça veut dire qu'une consommatrice ou un consommateur qui décide d'avoir un achat local avec son fermier de famille, je ne sais quoi, on pourrait le rentrer dans la gastronomie sociale? Pour moi, oui. Okay. Ah oui, tu poses loin, parce que moi je me disais, c'est... En tout cas, je me disais, ben voilà, là justement la ferme Jeune au Travail fait de la gastronomie sociale parce qu'on voit toute la question sociale et de l'alimentation. Quand on fait nos petits ateliers avec les immigrants pour leur apprendre à cuisiner alors qu'ils savent mieux cuisiner qu'en général les gens d'ici, ça fait partie pour la fameuse insertion. Mais en fait, tu es en train de me dire, non, c'est une action limite politique. Fondamentalement politique. Donc individuellement, bon, mon but il n'est pas de parler de l'individu, mais je suis surprise, je ne m'attendais pas à ça en fait. Que tu me le mettes beaucoup plus large en fait. Moi je le cadre dans quelque chose de très 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 large. Il y a cette définition de Brillat-Savarin qui a écrit un des premiers traités sur la gastronomie en 1825. Ça date un peu. Oui, ça date. Puis c'est pas toujours d'actualité, parce que ça fait 200 ans. Mais pour lui, la gastronomie, c'est tout ce qui, je paraphrase là, mais tout ce qui touche à l'alimentation et à l'homme, avec un grand H. Bon, déjà, on voit que c'est... Oui, c'est très... c'est super large, c'est très... c'est très genré, c'est l'homme. Hein, mais on pourrait dire, moi, j'aimerais bien qu'on puisse se dire que on pourrait penser la gastronomie dans une perspective plus de philosophie du vivant. Donc, c'est tout ce qui touche à l'alimentation du vivant ou des vivants. Vivant-vivante. Parce que je pense qu'on ne peut pas réfléchir la gastronomie de la cuisine, de la restauration, sans que ça soit intimement lié à de la manière qu'on cultive le sol, à comment est-ce qu'on transporte la marchandise, à comment est-ce qu'on la mange, avec qui on la mange. Donc tout ça, pour moi, c'est lié. Puis c'est ça, j'aurais de la difficulté à circonscrire ça à juste l'action de cuisiner. En fait, c'est vraiment le côté intentionnel dont tu parles finalement. C'est avoir une conscience et être intentionnel dans notre action de se nourrir. Ouais. Tu viens de parler un peu des étoilés aussi, puis en fait, je trouve ça intéressant parce que le Québec vient d'avoir ses premières étoiles. Et puis, moi, en tant que Française, je reviens... je sais pas pourquoi, aujourd'hui, je vais parler de mon immigration, mais on a beaucoup d'étoilés, blablabla, ce sont des hommes, tout ce qu'on veut, il y a 3 femmes et demie, bref, ça... D'accord. Sauf qu'en fait, j'ai appris il n'y a pas très longtemps
que toute la notion de terroir en France est née avec, dans les années 70, 80, 90, avec les vacances en fait. Les Français ont eu plus de vacances, plus de droits sociaux et il fallait qu'ils fassent quelque chose de leurs vacances. Donc en fait, c'est là où on a commencé à se poser la question des terroirs et de commencer à faire des guides pour se balader, oui, ah, et okay, en fait, c'est très surprenant. Donc en fait, le fait de s'approprier la question du terroir date d'une libération du temps avec de l'argent à dépenser. Hein, on est quand même sur un truc capitaliste, mais malgré tout, et je trouve ça intéressant, et c'est à ce moment-là aussi que toute la question des étoiles est arrivée. Enfin, il y a vraiment une corrélation au milieu de tout ça. Et quand je vois qu'au Québec, on commence à parler de tourisme gastronomique, tourisme gourmand, tourisme gastronomique, qui font partie, tu vois, les projets nous qu'on accompagne, des fois on l'inclut parce qu'on se rend compte que ça sera peut-être une des façons tierces de ramener de l'argent dans une ferme, des choses comme ça, donc ça fait partie. Je vois que les étoiles arrivent aussi, il y a une partie de moi qui me dit la notion de terroir est en train d'arriver. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce balado, on l'a appelé Terroir fertile. Tu vois, je l'ai vu comme, entre guillemets, quelque chose de positif sur l'appropriation de la gastronomie. Je sais que tu critiques pas forcément les étoiles, mais je trouve ça comme intéressant de dire attention, c'est une norme qui norme aussi. C'est complètement vrai. Oui, puis c'est dans cette perspective-là, tu sais, que pour moi, quand je parle de gastronomie, ça peut pas être juste le restaurant. Parce qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Puis quand on parle des étoiles, comme tu dis, en France, c'est né, oui, d'une intention de mettre en valeur un terroir, mais pourquoi? De quelle manière, dans quelle intention? Fait qu'il y a toujours des embranchements, tu sais, dans tout ça. Puis c'est les intersections autour de la gastronomie, c'est ce qui, moi, m'intéresse, puis c'est ce qui font la gastronomie. Au final, que ce soit de gagner une étoile, de perdre une étoile, mais tout ça influence. C'est devenu énorme. Puis d'ailleurs, il y a eu quelques étoiles vertes. Moi, je ne connaissais pas la notion. Puis on va interviewer Sami Benabed aussi, qui a eu son étoile verte. Parce que c'est justement le côté socio et écologique en plus du gastronomique. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu dans une des grandes vagues de gastronomie sociale. Ça dépend comment c'est fait, c'est toujours absolument. pareil. Oui. Mais Puis après ça, il y a toujours le risque de tomber dans le marketing social. Mais en fait, c'est ce qu'on voit beaucoup. Absolument. On le voit de partout, mais en même temps, c'est une des façons d'avoir des sous. Oui. Oui. Puis on est toujours en tension. Que ce soit dans le milieu communautaire, dans un truc qui est hyper grassroots, hyper radical, ou quelque chose qui est full institutionnalisé, on est dans ces tensions-là entre ce qu'on veut que ce soit puis ce que c'est réellement. Avec les impératifs du réel, puis nos souhaits, il y a de la négociation qui doit se faire. Mais si l'intention, elle, peut faire un chemin dans tout ça. Puis c'est de cette manière-là, je pense qu'on est capable de cultiver une gastronomie qui est réellement sociale pour la transformation collective, la transformation sociétale, puis qui n'est pas juste dans l'objectif de se mettre une pancarte, bib, étoile verte ou peu importe. Quand on parle des restos ou que ce soit un bandeau sur sa page Facebook qui dit qu'on est... une bonne personne parce qu'on fait de l'insertion ou je ne sais quoi. En fait, c'est toute une approche... Je sais qu'on parlait avec toi de l'approche un peu coloniale de faire ça. Est-ce que c'est le terme que tu emploierais? Je pense que de plusieurs manières, on est historiquement pogné dans des patterns coloniaux, colonialistes. Je ne sais pas ce serait quoi le terme là, idéal pour l'idée, mais on est un peu pogné là-dedans, que ce soit dans le monde de la gastronomie. Il y a, avec la manière que Escoffier, encore une fois, il y a 200 ans, a pensé la brigade culinaire, le calque de la brigade militaire à la brigade... C'est vrai que c'est la brigade culinaire. Oui, mais c'est complètement pété quand on y pense. Puis la chaîne de commande, c'est un calque direct de la chaîne de commande militaire. Tu as uniquement le droit de parler à ton supérieur, puis même là, c'est le supérieur direct qui te parle, qui lui te fait parler par quelqu'un d'autre, puis tu as une chaîne de commande qui est hyper hiérarchique, qui fonctionne super bien. Oui, si tu es capable d'aller à la guerre, puis d'avoir un certain succès, dans une cuisine où, oui, c'est intense, mais c'est pas la guerre, hein? Ça devrait fonctionner. Après, ce calque-là est venu avec tout plein de noms qui sont inspirés puis qui ont amené une logique puis une pensée
colonisatrices. Que ce soit le coup de feu en début de service. Hein, c'est le coup de feu quand tu sors de la tranchée. C'est le coup de feu quand c'est le signal d'attaque. On va à la guerre. C'est quelque chose qui se dit souvent. On va à la guerre ce soir parce qu'on a une réservation de 60 personnes, parce que peu importe. Fait que ce vocabulaire-là induit une pensée puis une posture hyper machiste, hyper toxique selon moi, puis quand même une espèce d'une forme de banalisation de la violence, là, de ce monde-là qui est violent. Donc, il y a le coup de feu, il y a on va parler d'un Chinois pour parler d'une passoire. Oui, c'est vrai. Mais c'est super raciste. mais toute cette pensée-là... J'ai l'impression d'être un enfant qui découvre des trucs. Dans l'imaginaire, tu as l'impression d'être dans Tintin au Congo, là, quand tu es dans une cuisine parfois. Puis que ce soit tellement normal qu'on apprenne qu'une passoire, ça s'appelle un chinois. Puis ce que tu dis, ça ressemble à un chapeau de chinois. Qu'on le garde encore aujourd'hui, ce mot-là, tu sais. Je pense qu'on peut faire preuve d'imagination un peu plus, puis se permettre d'ouvrir un peu les possibles, de repenser tout ça. Il y a un truc qui s'observe aussi dans tout cet esprit-là colonisateur de la cuisine. La cuisine a été un truc de ménagère longtemps, un truc Mais ça l'est encore, en fait. Hein. Les femmes font la cuisine à la maison. Absolument. Donc, absolument. Mais d'un truc du quotidien qui n'était pas nécessairement valorisé. Ah, ben non. Puis, avec Escoffier, avec la création de la gastronomie, hein, parce qu'avant, ça n'existait pas, avec cette création-là... Ça vient d'un homme, heureusement. Ben oui, il fallait qu'il crée la gastronomie. qu'un moustachu qui arrive pour nous dire c'était quoi bien manger. La gastronomie est née pas dans les foyers, n'est pas née dans les maisons, est née dans les palais, est née dans les grandes cuisines, quand c'est devenu codifié. Que là, on a pu parler de gastronomie. Et là, c'est devenu quelque chose. Puis là, les femmes, là, il y a eu une scission entre qu'est-ce qui est de la gastronomie, de la cuisine gastronomique, puis de la cuisine pas gastronomique. Puis, curieusement, hein, la cuisine gastronomique, c'était réservé aux hommes dans les cuisines, parce que les femmes ne pouvaient pas supporter la chaleur. C'était pas bon pour elles, puis tout ça, puis ça devait être trop compliqué. Mais tout le reste... n'a pas été considéré dans l'approche, dans la compréhension de qu'est-ce que pouvait être la gastronomie. Donc, là, pour moi, c'est un bel exemple de colonisation d'un espace, puis de création d'un espace réservé à une élite. Hein, donc, la création d'un concept, d'une norme, d'une pratique, d'un art. On parle d'art gastronomique, mais réservé à des hommes uniquement. Et puis les femmes ont été complètement tassées de tout ça. Puis on en vit les conséquences aujourd'hui. Qu'il y a autant peu de femmes chefs reconnues. Il y a des beaux exemples quand même. Mais c'est une minorité. C'est une minorité. Vraiment une minorité. Complètement. Puis c'est pas la norme. Puis encore une fois, quand t'as un prof qui te dit que le saumon, il sent comme ma femme, puis t'as les 12 mecs de la classe qui rient, puis la fille qui est un peu comme ça, puis ah oui, c'est drôle. Tu te dis, bon, c'est peut-être pas tellement évitant. Elle est obligée de trouver ça drôle de toute façon. Sinon t'es la rabat-joie. C'est ça. Sinon t'es la féministe, puis puis pour être cook, il faut être one of the boys. T'es pas one of the gang, là, tu fais partie des boys. Et puis en plus, la gastronomie, c'est aussi accessible à une élite, parce qu'en fait, ça coûte cher. Puis je sais que certaines discussions que j'ai eues justement avec certains chefs, c'était que, et même certains agricultrices et agriculteurs, c'était que la carotte que l'agriculteur ou l'agricultrice cultive, qui finit dans l'assiette gastronomique, cette personne-là n'est pas capable de goûter l'assiette gastronomique parce qu'elle n'en a pas l'accès financier. Donc en fait, c'est exactement ça. C'est moi ce qui m'a fait quitter ce monde-là. Okay. Ce malaise-là, invivable, quand je sortais du resto, puis on avait sorti des factures pour deux personnes qui viennent manger, ça leur coûte 600-700$. Tu te dis, ouais, c'est cool, on fait un peu de type là-dessus. Puis les gens, ça bouffe comme des cochons, puis c'est des beaux produits qu'on cuisine, là, c'est cool, j'ai tellement appris. Mais t'attends l'autobus à la fin de ton chiffre, il est 2h du matin, puis t'as quelqu'un qui te demande un peu de change pour un café, qui fouille dans une poubelle pour manger, alors que toi, t'as jeté ton verre de poireau parce que t'as pas le temps de faire du compost ou de le réutiliser autrement, ou des assiettes qui reviennent, pas manger, tu te dis non, il y a
pour moi, le clash entre cette réalité de la restauration gastronomique puis le reste du monde qui va fucking pas bien, c'était pas vivable. Tout ça avec beaucoup de stress, quel est le sens de travailler 70, 80 heures. Ben, c'est ça, pour toutes c'est des bonhommes à tête blanche, tu sais, qui viennent bouffer, ou des jeunes pros en cravate. Puis dans tous les cas, c'est pas tant ma crowd, puis c'est pas tant à eux que j'ai envie de faire à manger. Mais tu sais, moi, mes amis, ils pouvaient pas venir manger. Moi, si j'avais pas eu là, l'équipe qu'on avait avec cette volonté-là que l'équipe de cuisine puisse manger la bouffe du resto, puis pas juste des repas congelés, whatever, tu sais, je n'aurais pas goûté à cette nourriture-là. Puis il y a des codes sociaux pour la façon dont on mange. Alors ça, c'est mon petit avantage français. Encore une fois, je te dis, aujourd'hui, on va parler de mon immigration. Allons-y. Tu sais, il y a des façons de tenir les fourchettes et tout. Et en fait, culturellement, en France, on l'a tous. Alors c'est très drôle, même dans les classes sociales assez basses, on a une base. Et ce que je trouve marrant, c'est qu'au Québec, des fois, j'arrive à savoir qui a changé de classe sociale, juste à la façon de tenir sa fourchette. Et en fait, ça me fait vraiment rire de me dire, j'ai comme un outil qui vient pas pour la France, c'est pas une histoire de classe sociale, c'est tout le monde, qui ici, si. Et on peut avoir cette lecture, mais ça fait que, c'est ça, tu arrives dans un resto comme ça, tu sais même pas comment manger, donc en plus, tu as un clash social avec d'autres personnes, même si ce jour-là, tu pouvais te le payer, admettons. Oui, absolument. Un truc qu'on aimait bien, c'était de proposer aux gens de manger sans ustensiles aussi. Ah, génial! On encourageait vraiment les gens à lécher leurs assiettes, à passer les doigts dedans, parce que c'est le fun c'était une cuisine ouverte, puis l'équipe de cuisine était comme « Hey, utilise ton doigt, là. » Puis là, tu vois, là, avec le bout de la fourchette, puis on est comme non, liche. Puis là, il y a quelqu'un qui liche un petit peu son assiette. Puis là, whoop, ça fait un effet là, dans la salle où ça se met à lécher les assiettes et tout ça. Puis ça, on trouvait ça vraiment le fun de briser justement ce code-là de fallait que ça arrive, puis comme ça, tu sais. Et comment tu ouvres ta crevette avec ton truc. C'est ça. Alors ça, moi, j'ai pas appris parce que je viens pas de la bonne classe sociale, par contre. Tape dedans, puis c'est bon, puis c'est tout ce qui est important. Ouais. Après, quand ça te coûte un gros billet, des fois c'est difficile, puis c'est pas donné à tout le monde. Mais non, c'est pas donné à tout le monde, ça c'est sûr. Vraiment pas. Moi, c'est ça. C'est en partie ce qui m'a fait changer de vocation, je dirais, de me diriger vers le travail social, parce que je me retrouvais plus, il n'y avait plus vraiment de sens dans l'intensité de la cuisine, puis la résultante sociale. Je me disais, tant qu'à me défoncer au travail, tant qu'à travailler autant, je vais le faire pour que ça ait un impact collectif plus grand que pour les 25 personnes qui viennent bouffer à chaque soir. Mais est-ce que ici, par exemple, ce que vous faites, c'est que, je sais pas là, est-ce que vous vous amusez des fois à faire des repas un petit peu plus fins pour justement que tout le monde puisse le goûter? Oui, c'est un truc, c'est David, le premier chef, moi, qui m'a engagé au Lilico en 2013. C'est lui qui m'a... Moi, j'étais professeur d'aquaforme avant. Fait que, aucun rapport avec la cuisine. Okay. Puis c'est un prof à l'ITHQ qui m'avait dit, tu travailles pas encore en cuisine, tu n'iras jamais dans ce milieu-là, il faut que tu le fasses maintenant. Okay. Fait que je m'étais trouvé une job. Lui, il ouvrait son resto avec sa blonde. Puis ils ont engagé tout le monde pour après ça faire le tri. J'ai réussi à me frayer une place là-dedans, pas d'expérience, puis j'apprenais, je pense, assez bien. J'ai cuisiné avec lui pendant de l'ouverture à la fermeture In and Out, donc de 2013 à 2018, le Lilico. Ah oui. Puis, récemment, là, il me disait qu'il trouvait ça intéressant, ma manière d'engager la conversation avec la cuisine puis le travail social, puis qu'il avait envie peut-être de quelque chose comme ça. Il est rendu chef en cuisine maintenant ici. Très drôle, ok, d'accord. Fait que le premier qui m'a donné ma job, mon chef il y a 12 ans, il est rendu chef ici à la ferme. Puis c'est moi qui l'ai plugué. Fait que j'ai comme payé ma dette de lui m'engager il y a 12 ans. Je l'ai plugué ici. Et ça fait que ça pousse aussi la qualité on mange gastronomique. Super bien, c'est super cool d'avoir un chef de cette envergure-là, de cette expérience-là. C'est super intéressant là, pour nous, comme mangeurs, parce qu'on mange vraiment bien, parce que tout est fait maison. Puis pour les jeunes aussi, parce que c'est pâtes fraîches à chaque semaine, ils font les tortellini, ils font ci, ils font ça, c'est vraiment, vraiment cool. Pour ça, moi, je trouve que ça, c'est un bel exemple de gastronomie sociale, de voir un chef qui a travaillé avec les plus beaux produits,
de travailler aujourd'hui avec des produits qui sont ultra frais de la ferme, mais aussi des produits qui sont ultra pas frais et transformés de moisson. Hein, parce qu'on a les deux, on a le plus frais possible, puis on a les déchets de la société. Les déchets des épiceries, qui sont plus assez bons pour être vendus, fait qu'on va donner aux gens qui n'ont pas d'argent pour qu'ils s'alimentent, mais on récupère un petit peu ça nous autres aussi. Fait que j'en parlais l'autre jour avec David, puis c'est tout un casse-tête qu'il disait. De travailler avec des carottes en canne puis du brocoli congelé qui passait date en 2021. Parce que c'est ça que la ménagère fait, en fait. Ben oui. Donc Ben finalement, oui. Puis au final, ben, on mange super bien. Ouais. On mange quand même bien. On a du fun. On est capable de bien manger. On n'a pas besoin d'avoir du foie gras à tous les jours puis d'avoir des produits fins à chaque fois. Puis l'important, c'est que il y a un apprentissage qui se passe dans la cuisine. Oui, parce qu'ils peuvent qu'il y a refaire. un échange. Vous pouvez refaire chez vous, parce que je te mets même dedans, en fait. Ben oui. Vu que tu n'es pas capable d'aller manger au gastro à tous les jours. Ben oui, puis il n'y a pas d'intérêt à faire des trucs que tu n'es pas capable de refaire chez toi. Ah ben oui. Enfin, oh, oui. Oh, en tout cas, dans un programme d'apprentissage comme ça, hein, d'insertion. Ouais. Pour vivre dans ta vie. Je sais que pendant aussi la préparation, tu m'as parlé d'entrepreneurs sociaux. Puis, tu l'avais découpé en 3 morceaux. Tu parlais d'éducation, de charité et de consommation responsable. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que tu as une perspective, encore une fois, tu as une perspective que je trouve intéressante et qui sort de ce qu'on entend en général. Mm-hmm. Ouais, je pense que j'ai une perspective pas tellement... assez critique par rapport à ça, parce que oui, en fait... Alors, c'est quoi déjà ces 3 axes? J'ai identifié 3 axes d'action dans l'entrepreneuriat social en alimentation. Oui, c'est ça. Hein, parce que c'est vraiment très spécifique à l'alimentation, moi, mes intérêts. Et puis, donc, dans l'alimentation, ce que j'ai observé, c'est que dans l'entrepreneuriat social, il y a énormément de projets qui se font en éducation, qui sont caritatifs ou plus du côté de la consommation responsable. Donc, au niveau de l'éducation, on voit souvent, un peu comme ici, des espèces d'écoles de cuisine. Donc, beaucoup les projets d'insertion. La réinsertion ou l'insertion, que ce soit des jeunes, des personnes marginalisées, des personnes immigrantes, parce que la cuisine a je pense, cette qualité-là, hein, la bouffe, cette qualité-là, d'être un vecteur, un lieu commun pour bien du monde, puis que c'est un terrain d'échange, de participation qui est super intéressant. Mais on est souvent dans une posture aidant-aider, expert puis expertisé, une personne qui se fait montrer. Alors que, comme tu disais tantôt, c'est hyper prétentieux, encore une fois, de dire qu'on va intégrer les nouveaux arrivants en leur montrant à cuisiner. À cuisiner quoi? Quand tu as passé ta vie à cuisiner, quand tu j'en ai donné des cours de cuisine là, dans des centres communautaires, dans Parc Extension. Dans le programme de 200 heures qu'on avait, on avait une journée où on inversait les rôles. Waouh! Et une chance que c'était à la fin, parce que sinon j'aurais scrappé le programme au complet, là, parce que j'avais 22-23 ans là, quand je l'ai écrit, ce programme-là, avec Eman qui fait des kébés, comme ça, les yeux fermés, puis elle m'explique qu'elle a commencé à faire des kébés depuis qu'elle a 4 ans, puis elle en fait, je sais pas moi, 30 kilos par semaine. Tu sais, si tu dis, c'est un truc... C'est difficile à faire en plus. C'est super difficile. C'est super technique, Puis c'est ça, tu sais, c'est... En fait, dans ces endroits-là, il y a souvent des femmes immigrantes, parce que le cliché, c'est que l'homme a trouvé une job, il va travailler, la femme reste à la maison parce qu'elle est dans son début d'immigration. Ouais. C'est ça ou je suis à côté? Oui, complètement. Hein. Il y a des fois, c'est peu importe là, de où ça vient, mais ce qu'on observe, c'est que c'est souvent les femmes qui vont rester à la maison, s'occuper des enfants. Des fois, en attendant de régulariser un statut d'immigration, très complexe. T'as pas la garderie, donc t'as pas accès aux garderies subventionnées. C'est les femmes qui vont rester là, plus souvent qu'autrement à la maison, s'occuper des enfants. C'est un programme-là spécifique, c'est un programme de pré-employabilité. On était là beaucoup pour briser l'isolement. Puis avoir un petit diplôme maison de cuisine. Mais c'était pratiquement toutes des mamans. Bon, il y en avait là, qui n'avaient jamais cuisiné de leur vie. Puis il y en avait d'autres, tu te dis que c'était vraiment plus pour faire quelque chose, tu sais. Puis c'est correct comme ça, mais
En Je me fait, c'est suis vraiment l'approche, l'enjeu. L'enjeu, il était sur l'approche, le fait qu'il y ait quelqu'un Oui, parce qui que leur explique la cuisine, en fait. Absolument. Mais oui. Puis moi, comment je l'avais monté, puis j'avais pas cette vision-là à l'époque, c'était de dire, bon, ben voici ce que je connais, puis je vais te montrer ce que je connais. C'est comme ça qu'on cuisine professionnellement. Je pense qu'en rétrospective, aujourd'hui, ben, ça aurait pu être vraiment plus intéressant s'il y avait eu un travail de co-construction tout au long de la démarche qui était sur 10 semaines. Je pense que c'était un temps plein, c'était 30 heures de cuisine par semaine. Ben oui! Ah oui, c'était pas genre le mercredi. Ils étaient payés un peu, là, mais vraiment pas grand-chose. C'était une petite allocation dans la semaine, c'était pas une job. Là. Mais il y aurait clairement quelque chose de plus collectif qu'on essaye de reproduire ici davantage, là, de créer ici, plus que juste la transmission de l'information. C'est là qu'on est dans vraiment l'éducation, puis ces principes-là d'éducation dans l'entrepreneuriat social. Ah, parce qu'en fait, moi, je voyais... éduquer quelqu'un à quelque chose. On le voit au Pérou avec Gaston Acurio, un grand chef qui est hyper connu, hyper engagé politiquement, socialement, qui a des écoles de cuisine. On le voit avec la tablée des chefs, hein, on le voit avec Cuisiniers sans frontières. Donc ce principe-là on n'apprend pas, on donne pas le poisson, on apprend à pêcher. En soi, c'est une belle idée. Par contre, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être un petit peu problématique si on ne s'informe pas de est-ce que c'est du poisson qu'on veut manger? Oui. Parce que si tu ne manges pas de poisson, ça ne te donne rien d'apprendre à pêcher. Est-ce que le lac ou l'étendue d'eau dans laquelle tu pêches, es-tu hyper pollué puis tu bouffes du mercure plus que de poisson? Est-ce qu'il est temps... je sais pas, moi, 850 km à pied, ton étang d'eau, est-ce que c'est comme... Il y a plein de questions autour de ça. Fait que ça peut pas juste être un énoncé d'intention, ça peut pas juste être une belle vertu. L'éducation en soi est pas bonne ou mauvaise, mais je pense que ça prend un peu plus de réflexion. Mais surtout qu'en plus, en éducation, on parle souvent de pédagogie pour les enfants, mais d'andragogie pour les adultes. Et quand on est dans l'andragogie, normalement, justement, mais je me rends compte que c'est très peu, je le vois très peu autour de moi. Dans l'andragogie, tu pars du principe que tu as des gens qui sont déjà construits, qui ont déjà des savoirs. Et donc la forme même d'enseigner est beaucoup plus sur la communalisation, je dirais, des savoirs en fait. Travailler sur ce qui existe déjà, puis pas te prétendre que la personne arrive comme un vase vide, puis que toi tu remplis de connaissances. C'est ça. Alors qu'en pédagogie, oui, parce que la pédagogie pour les enfants, dans la théorie, c'est que tout enfant de 8 ans est à telle classe, donc on sait que ses apprentissages en sont jusque-là, parce que la société a cadré ça aussi. Ouais. Donc, elle a une certaine logique, je dirais, avec ses limites, là, parce que selon ce que tu as vécu dans ta famille, bref, voilà, mais je comprends plus l'idée. Mais tu vois, on parle rarement d'andragogie, alors que pour les adultes, c'est vraiment la perspective, en fait. Oui, on le voit là, que ce soit avec des jeunes adultes exclus, des personnes immigrantes, souvent, j'ai l'impression qu'on se dit, on a un beau programme, que ce soit un programme d'insertion, un programme pédagogique ou d'éducation alimentaire, donc on peut le transposer un peu n'importe où, là, puis faire fi avec qui on travaille. Alors que non, ce qui est important, c'est que le programme-là soit adapté aux personnes avec qui on travaille. Je vais aller sur la partie charité. Oui. Donc la charité en entrepreneuriat social en lien avec l'alimentation. Oui. Et c'est le don, Moisson Montréal? Absolument. Oui. Je dirais plus dans le milieu de l'entrepreneuriat social, c'est quand il y a une dimension caritative à un projet ou quand ça devient une branche de. L'exemple de Massimo Bottura. Donc avec les réfectoriaux, le grand chef italien, plusieurs fois étoilé, plusieurs fois meilleur chef de l'année, qui a mis en place des réfectoriaux. Donc, c'est ces endroits-là où des personnes itinérantes vont manger de la bonne bouffe et tout ça. Donc, c'est super intéressant. On a besoin, malheureusement, on a besoin de patcher les enjeux, puis de mettre des plasters, puis d'essayer de colmater là où ça pisse. Mais il n'y a pas toujours, j'ai l'impression, d'intention au-delà, en fait. Oui. Hein? En même temps, c'est peut-être pas ces personnes-là qui devraient faire ce patch. C'est correct. Je pense que c'est important de le nommer quand même. Oui, en fait, c'est quand vraiment on fait quelque chose, en fait. Et je pense que c'est important de
comment on dit ça, de critiquer, de revendiquer certaines choses. De surtout pas capitaliser sur la misère humaine, de surtout pas capitaliser sur des enjeux. Que la charité, c'est pas une niche. On parle souvent de niche en entrepreneuriat. Donc la pauvreté, comme le gaspillage alimentaire, c'est pas des niches, c'est des enjeux sociaux. Si on veut en faire une business qui va venir travailler là-dessus, fine, mais ayons l'honnêteté de le nommer comme c'est, puis de pas... En tout cas, moi, j'ai l'impression parfois qu'on entretient un peu ça. Mais je le vois dans le glanage. Je fais partie des gens très critiques du glanage parce que je vois que des fois dans les municipalités, etc., ils veulent qu'on rentre le glanage comme une des grandes actions à faire. Puis moi, je suis comme, ben non, en fait, le glanage, on a raté quelque chose, en fait. C'est parce qu'on a des habitudes alimentaires, qu'on ne veut pas le zucchini qui est trop gros, je sais pas quoi. L'agricultrice ou l'agriculteur qui a produit ça, ben, ils ont besoin d'être payés. Et on promeut ça derrière le gaspillage alimentaire. Mais moi, je suis comme, on est en train de capitaliser sur la misère d'un système à plein d'échelles. Donc moi, en tout cas, moi de ce que tu parles, je vois vraiment par exemple le glanage dans cette perspective-là. Et encore, il y a des glanages qui sont différents, comme vont faire les fruits défendus, qui glanent chez des particuliers. Donc pour moi, on est déjà sur autre chose. En tout cas, une question de à qui ça sert et au détriment de qui en fait. Oui, c'est ça. À qui ça sert? C'est quoi les étapes après? On l'a vu là, aux Jeux olympiques de Rio. On fait des gros événements, plein de chefs invités qui sont allés cuisiner les surplus des Jeux olympiques, qui ont donné ça dans les favelas. C'est beau. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive avec tout ça? Est-ce qu'on peut se dire, ben, la prochaine fois, peut-être qu'on essaie de moins gaspiller de bouffe? Ou ben, peut-être qu'il y a des Jeux olympiques à plusieurs milliards de dollars. On aurait pu l'investir ailleurs. Puis on n'aurait pas eu besoin, puisqu'on a vraiment besoin de grands chefs renommés de partout dans le monde. Combien ça a coûté de les faire venir? Tu sais, c'est comme... Il y a plein de questions. Fait que, la charité, on en a besoin. C'est plate, là. On a besoin de donner parce qu'il y a encore trop de monde qui n'ont pas. Mais je pense qu'il faut rester critique. Puis surtout pas se satisfaire de ça. Puis que c'est pas une plus-value à ta business. Ça peut pas être juste une plus-value, ça peut pas parce que là on tombe dans le marketing social. Oui, là on puis est là, dans le social washing et tout absolument, ça. En fait. Absolument. En fait, ça puis là on perd l'essence un petit peu là, puis l'intention de transformation. Je t'avais parlé de tout ce qui est commun, les communs alimentaires, la notion de commun. Bon, il y a une ressource à préserver quelle qu'elle soit, il y a une communauté, il y a des règles, bref. Le fait est, c'est que dans la communauté, on parle de posture, de commoneurs et de commoneuses. Qui sont des acteurs citoyens et qui sont plus... En fait, on sépare la posture de bénévolat classique, qui est dans la bienfaisance, la bien-pensance, la charité, justement. J'ai fait ma bonne action, mais si c'est toi qui me l'as dit à la ferme Jeune au Travail, comme tu es l'autorité de la ferme Jeune au Travail, je vais faire ce que tu m'as dit et j'ai bien fait, donc je peux rentrer chez moi et je suis une bonne personne. Mais si tu maltraites les employés qui sont ici, moi, ça ne me regarde pas et je ne regarde pas. Alors que dans la posture de commoneur et de commoneuse, on n'est plus là-dedans. J'ai le droit de co-questionner ce qui se passe parce que je suis il y a une forme d'agentivité. Et donc, on n'est plus du tout dans la question de la charité. On est juste en train de solidarité avec autrui, point. Et donc, la hiérarchie aussi tombe. Même si dans le rôle, on est OK quand on vient, que tu vas être quand même nous présenter les choses parce que tu runs le truc. Tu vois? Oui. Donc, mais on a le droit de venir se poser plus de questions que ça. Absolument. Puis ça, je pense que c'est une posture qui est non seulement super intéressante, mais aussi super importante à entretenir dans des espaces comme la ferme ou dans pour moi, dans ce qui touche à l'alimentation. Puis ça me fait beaucoup penser au concept ou à la posture de la souveraineté alimentaire. Oui. Dans cette critique-là du statu quo, de l'alimentation dans le modèle politique, économique, social, dans cette dimension de revendication, de critiquer, puis d'être en opposition clairement contre certaines choses. Le néolibéralisme ou peu importe. Puis je pense que dans la posture de commoneur, du peu que je connais, mais de ce que tu m'as parlé, bien, on retrouve un peu cette intention-là, puis l'agentivité qui vient avec, de
pouvoir participer réellement à quelque chose, mais ça, la participation, ben, encore une fois, on la mobilise souvent comme un truc qu'on va patcher dans un rapport annuel où on se dit qu'on participe parce que c'est on va donner du pouvoir. On en sort de notre poche, là, je te donne du pouvoir, là, prends-en. Fait que cette espèce de pouvoir un peu magique-là qu'on sort de n'importe où, mais qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de dispositif en place qui permet de... Puis, qu'est-ce que c'est le pouvoir? On le voit, quand j'ai commencé, je travaillais dans un centre d'alphabétisation populaire, puis la Cordo, elle parlait du pouvoir de la guirlande, puis ça m'est resté. Le pouvoir de la guirlande, je trouvais ça incroyable comme concept. Parce qu'on est beaucoup dans les approches d'éducation populaire, en alphabétisation populaire. C'est un des milieux qui est très, très radical, selon moi, super intéressant. Puis quand elle parlait du pouvoir de la guirlande, c'est-à-dire, oui, on donne du pouvoir, nous autres, aux participants, aux participantes. Ils ont le pouvoir de décider est où la guirlande à Noël, puis à quelle couleur. Fait que, tu sais, cette espèce c'est ça, d'hypocrisie, là, oui, ils ont du pouvoir, check ceux qui ont décidé de la couleur de la guirlande cette année à Noël. Hey, c'est ça le pouvoir, tu sais. Ça fait pitié, là. Mais en fait, c'est drôle parce que ça fait vraiment un écho. Je le vois beaucoup, la fameuse participation où tu as invité des gens, tu leur as dit ce que tu avais pensé, que toi, tu as réfléchi depuis un moment. Donc déjà, tu contrôles l'information de ce que tu vas nommer. Ensuite, tu dis, j'ai une petite tendance à préférer ça. Comme tu es la personne légitime, à ce moment-là, si tu as rigolé 3 fois, tout le monde te suit. Donc en fait, tu dis, on a participé. Ils étaient 500 à avoir décidé. Ben oui. En fait, c'est clairement toi qui as décidé en amont et qui a orienté le discours. Complètement. Et en fait, moi, justement, dans tout ce qui est permaculture, gouvernance partagée, etc., cette question-là, on en parle beaucoup, puis l'accès à l'information. Et pour moi, l'information, c'est qui est le décideur final, le vrai décideur final ou la vraie décideuse finale. Parce que c'est pareil, on le voit justement dans des fermes collectives ou je sais pas quoi, à qui appartient le sol, point. Ouais. On peut tourner autant qu'on veut, tant qu'on ne sait pas à qui appartient le sol. La personne décideuse à la fin, c'est à qui ça appartient. Oui. Et l'argent aussi. Ben, Des exactement, fois, on ne le c'est ça. dit pas du Ben tout. non. Mais c'est dans quel engrenage est-ce qu'on est pogné? Oui. On peut rêver là, de faire quelque chose de super beau et tout ça. Mais après, quand on est pogné à réinventer des projets aux 3 ans, parce que les financements, ils sont sur une période donnée, parce que tu n'es pas financé à l'émission, parce que tu n'es pas financé du tout. Parce que tu n'es pas financé aussi. Il y a ça. À un moment donné, ben, tu es pogné dans des impératifs. Tu sais, nous, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup ici. Les tensions entre le volet d'insertion, qui est plus dirigé par l'équipe d'intervention, le volet production, qui est là vraiment soutenu par l'équipe maraîchère, l'équipe de cuisine, puis le volet plus formation, parce que les jeunes ont accès à ils font un CFMS qui est un certificat de formation métier semi-spécialisé. Ça leur donne un diplôme qualifié en sortant. Mais ces 3 dimensions-là de la ferme, ben, elles sont constamment en tension. Parce qu'il y a nous, on va dire, non, c'est important, on va prendre le temps de partager comment on s'est senti aujourd'hui, puis ci, puis ça, puis de l'autre côté, c'est comme, non, il faut qu'on sorte les tomates, là, si on veut les vendre, si tu veux continuer à avoir une job demain. Puis, tu sais, il y a comme toujours des... puis ces tensions-là, ben, sont inévitables. Je pense que c'est important de les nommer, de les observer, d'observer ce qui se passe, ce que ça nous fait vivre comme équipe, ce que ça fait de donner la parole aux jeunes aussi, tu sais, de créer, dans le contexte de la ferme, de mettre en place des dispositifs où on est capable de communiquer, pas juste en intervention individuelle, la porte fermée, dis-moi comment ça se passe, puis moi je vais le rapporter au directeur aussi ou ça. De vraiment mettre en place, mais ça demande beaucoup d'imagination, beaucoup de laisser aller pour que la participation soit pas juste viens participer à récolter des tomates. T'as mis le mot, c'est magique. Oui, c'est ça. Tu peux décider quelle sorte de biscuits tu fais aujourd'hui. Tu en as 12 à faire. Il faut qu'on les vende avant 11 heures, mais tu as le droit de choisir lesquels tu fais. Puis là, tu participes. Tu sais, c'est... Fait que de réfléchir à la participation. Mais est-ce que c'est de la manipulation, finalement? À mes yeux, j'ai l'impression de le voir comme ça parce qu'on dépossède le mot de pouvoir et participation. Oui, bien, on en parle. Hein, après, dépendamment comment on en parle de la participation, mais il y a des échelles de participation. Tu sais. Puis on va commencer avec la manipulation, la tokenisation, l'instrumentalisation, jusqu'au pouvoir citoyen, mettons. Mais entre tout ça, tu as des degrés. Je pense que c'est irréaliste aussi de se dire, il faut que tout soit dans le pouvoir citoyen.
Pour plein de raisons. Après, Oui, moi, oui. perso, je serais pas contre. Essayons-le, parce que je pense pas que ça peut aller pire que ce que ça va en ce moment de toute manière. Fait que, tant qu'à foncer dans le mur, essayons. Et ça dépend des outils de décision que tu utilises, parce qu'il y a plein d'outils. Oui, après ça, parlons-en des outils. Mais au niveau de la participation, je pense que ce qui est important, c'est d'identifier collectivement des espaces de participation. Quand on dit qu'on favorise la participation, mais qu'est-ce qu'on veut dire? Où est-ce qu'on la favorise? De quelle manière? Comment on s'assure que la participation elle est comprise par tout le monde? De quelle manière? Est-ce que nos boss à tout le monde sont convaincus, tu sais, puis parce qu'il y a un CA comme organisme communautaire. Oui, parce que quoi qu'il arrive, on est pris dans une structure. Donc en fait, on peut pas... et ça, c'est du réel, là. Complètement. Puis si on est en train de transformer les normes puis notre culture, c'est important d'en parler. Il faut le dire aux bailleurs de fonds. Pas juste pour avoir plus de subventions puis pour aller chercher une subvention sur le plan régional de santé sociale ou whatever, tu sais. L'idée, c'est que ça fasse des petits, qu'on soit tout le monde des agents, des agentes de ce changement-là. Oui, les jeunes qui sortent de la ferme, mais nous, quand on va changer de job, nous, quand on va signer une entente avec Service Québec ou peu importe, que cette transformation, cette participation-là puisse vraiment, tu sais, comme rentrer dans les interstices de l'architecture qui est un peu tout pourri là, dans ce qu'on essaie de travailler. Non, mais c'est vrai, parce qu'on l'utilise, c'est full à la mode, la participation citoyenne. C'est tellement à la mode, là. Non, mais je le vois dans ma job. Mais qu'est-ce que c'est réellement? C'est là où c'est dérangeant. Puis dans le monde de l'alimentation, c'est facile. Parce que quand tu cuisines, tu as l'impression de participer. Puis oui, tu participes à quelque chose, mais au-delà de ça... Physique. Oui. Puis des fois, c'est correct, c'est ce que les gens... Il y a des gens qui veulent ça aussi. Oui, mais c'est que ça soit en conscience, au fond. Exactement. En fait, c'est juste ça. C'est pas que tout le monde réfléchisse à tout le temps. Que ce soit honnête, que ce soit clair pour tout le monde. C'est quoi les intentions, tu sais, d'être là? Pourquoi on est là? De quelle manière on est là? Il faut le savoir soi-même pour soi. Ben oui. Puis ensuite le dire à autrui. On va devoir fermer un petit peu ce balado petit à petit. Et donc, je propose qu'on aille dans la partie récolte, justement. Et tu aurais une baguette magique. Tu fais quoi? C'est difficile, hein, avec une baguette magique comme ça. Je pense que si déjà on peut manger, tout le monde a sa faim, déjà c'est un bon départ. Ouais, je pense que d'y aller avec quelque chose de super simple. Manger ce qu'on veut, ce qu'on peut. Ce qui est fou, c'est qu'au Canada et au Québec, on a les moyens de faire manger tout le monde. C'est même pas une question, en fait. Non, c'est une question. C'est vraiment juste un enjeu humain. Oui. Idéologique. C'est rageant, je trouve. Absolument. Oui, parce que c'est un choix. Oui. C'est un choix de ne pas faire manger certaines personnes. C'est une décision qui est prise. Puis c'est politique, c'est certainement pas un choix des personnes qui n'ont pas d'argent. Qu'on soit bien clair, c'est pas leur choix. C'est le choix d'une poignée de personnes qui décident de qu'est-ce qu'on mange, comment on le mange, puis surtout si on a les moyens de le manger. Et de d'autres qui regardent pas et qui pourraient avoir un pouvoir aussi. Ouais, j'espère qu'ils ne regardent pas. Je le souhaite qu'ils le voient pas, parce que s'ils le voyaient, moi, je pense qu'ils le voient. L'itinérance, excuse-moi, on la voit de partout. Entre l'habitation et la nourriture, on le sait qu'il y a des gens qui vivent nulle part et qui n'ont pas à manger. Donc, je pense on détourne le regard aussi en tant que... avec certains rôles dans la société. Oui, absolument. Puis je pense que, tu sais, si de se dire, avec la baguette magique, tout le monde mange, soit c'est magique ou soit c'est un remaniement politique. Puis dans les deux cas, moi, ça me plaît. Oui, j'ai l'impression que le remaniement politique est plus accessible que la baguette magique. Je t'en donne une, mais elle est virtuelle. Je sais pas. Et pourtant, elle n'est pas facile. Je sais pas. J'ai l'impression que les deux relèvent de la magie, quand même. Tu vois, finalement, c'est ça. Présente-toi en politique. C'est fait. C'est vrai? Tu savais pas? Mais non. Ça sera pour le prochain épisode. Comment ça, c'est fait? Pas moi personnellement, mais en 2018, non, mais je suis fondateur d'un parti politique avec Jean-Louis Thémistocle, qui est fondateur de Cuisiniers sans frontières, puis qui était prof à l'ITHQ. On a fondé en 2018 le Parti culinaire du Québec, qui cherche à ramener la question de l'alimentation au cœur de la question politique.
parce que les débats en politique sont Vide. ben, ils sont vides, nous emmerdent. Puis que Je vais dire vide de la question alimentaire, mais tu Ah es non, encore plus large. non, c'est vide. C'est vide. C'est vide de sens, je trouve. Puis c'est loin. La bouffe, c'est là. Puis nous, on part de la prémisse que ben, tout le monde doit manger ce qu'il veut quand il veut. Puis que toutes les questions sont alimentaires, puis l'alimentation est politique. Donc, le pipeline, c'est de dire, bon, on prend une question politique, on la passe dans le pipeline de l'alimentation. Est-ce que ça a un impact positif ou négatif sur notre manière de manger? Négatif, ben, on ne fait pas le projet. Positif, on fait le projet. C'est simple. C'est de simplifier la politique. Mais il existe encore, le parti? Oh, oui, on a eu, je pense, 200 ou 300 votes en 2018. Un 400 ou 500, je pense, en 2022. Sur quel territoire? C'est au Québec. Là, on est à Montréal. On était dans la petite patrie. On était contre Gabriel Nadeau-Dubois, fait que c'était chaud. Puis il y avait un autre quartier. Mais on s'en fout, on veut pas faire élire personne, on saurait pas quoi faire. En fait, c'est pour avoir la place. Ben, il y a une plateforme. Oui, Il y a j'entends. une plateforme qui existe. Prenons-la. Ça peut pas être plus ridicule que ce qui se dit de toute manière. Non, mais c'est vrai que par moment, s'il y a des non-sens. Fait qu'au moins, on va parler de béchamel, on va parler de bouffe. Je sais pas, c'est quelque chose qui fait du sens pour du monde. On va parler de Puis, béchamel. Ben oui. Je voulais savoir, ce balado, justement, il est aussi pour un public qui est comme un peu averti en environnement et en alimentation. Par rapport à tout ce que tu vis, tu nous en as déjà parlé, mais pour toi, c'est quoi, toute personne qui travaille en lien avec l'alimentation, de ta perspective, c'est quoi que cette personne-là devrait considérer dans tout projet sur lequel elle contribue? C'est quoi un conseil majeur? Ben, le conseil majeur, je dirais Moi, ce que je trouve important dans ma pratique, puis je pense dans ce milieu-là, c'est de laisser la place à l'indignation, puis la cultiver, la nourrir, parce que ben moi c'est mon moteur, mais faire ce qu'on fait sans être indigné, je comprends pas comment est-ce qu'on peut le faire. Puis je pense que c'est important de laisser la place à cette émotion-là dans les formes qu'elle peut prendre. Mais oui, laisser la place à l'indignation. Elle a besoin d'être là. On le fait parce qu'il y a cette quête de sens-là. Puis pas tomber dans le piège là, du discours institutionnalisé. Des trucs bien dits, bien faits. Il faut rester, je pense, dans le rough. Que ce soit dans notre manière de cultiver, laisser la place. Rester critique, en fait, pour être proche à... Rester critique, puis cohabiter avec ce qui nous entoure, que ce soit en culture, en permaculture. C'est que c'est pas tout le temps confortable de vivre avec ces paradoxes-là. Non, mais il faut rester dans l'inconfort, selon moi, parce que dès qu'on se sent confortable, ben là, après ça, on s'arrête. On réfléchit plus. Mais il faut toujours avoir un petit caillou là, dans sa poche arrière pour quand on s'assoit. Il faut continuer à bouger un peu, sinon on s'arrête, on s'écrase, on est confortable, puis on est persuadé que ce qu'on fait, c'est bon. Puis le jour où on pense que ce qu'on fait, c'est la bonne affaire, ben c'est le temps de démissionner, c'est le temps de laisser la place à quelqu'un d'autre qui va venir critiquer ce qu'on a fait, qui va venir bouger les choses, parce que ça va vite. Puis des fois, ben on tombe un peu là, sur le cruise control. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas sur le cruise control, puis c'est ces gens-là qui doivent prendre la place. Si on veut que ça continue à bouger, sinon, ben c'est ce qui arrive, ça se cristallise, puis ça foire, tu sais. Pour moi, quand ça bouge plus, il n'y a pas d'intérêt, là. Ouais, ça me parle, hein. Encore une fois, mon côté française est très alimenté. Je vais finir avec une dernière question qui est, si tu devais donner justement un petit coup de pouce, un conseil, tu sais, à cette personne qui veut s'engager, qui ne sait pas trop par quel morceau le prendre, puis qui lui reste ce dernier pas pour passer à l'action. Puis je me dis, c'est quelque part ce que tu fais ici aussi, quelque part. Oui. Ça dépend avec quel type de personne. Il faut devoir d'observer cette personne-là est où dans sa vie, puis de juste prendre conscience de qu'est-ce qui fait sens pour cette personne-là, tu sais. Puis c'est bête, hein? C'est facile, mais c'est de prendre action là-dessus, puis même quand on pense que non, on peut pas rien faire,
c'est de le faire quand même parce que même si ça ne fonctionne pas, c'est de l'essayer. Si on a une petite chance de changer les choses, tu sais, ici, on le sait là, que c'est utopique comme projet. Qu'on est dans un microcosme, là, c'est un environnement là, qui est, on se le fait dire souvent, oui, mais dans la réalité. Tu sais, dans le vrai monde, oui, là, quand les jeunes ils vont 30 ans. sortir, oui, mais c'est le vrai monde quand même, exactement. On est dans le vrai monde. C'est un monde qui n'est pas complètement déséquilibré. Tant mieux si on est capable d'avoir un petit espace comme ça. Ça existe. Il y en a plein des exemples. C'est de trouver les personnes avec qui la faire, la révolution, avec qui le faire, le changement. Trouver une cause qui nous tient à cœur. Tu sais, qu'est-ce qui te dérange fondamentalement? Puis d'aller voir comment est-ce que tu as envie de t'engager pour cette cause-là. Comment est-ce que tu as envie que les choses changent. Puis de te rapprocher des personnes qui sont trop intenses, puis trop ci, puis trop ça, parce que c'est ces gens-là qui permettent des changements, là, bien souvent, j'ai l'impression. Merci. On va rester là-dessus. Oui. Je te remercie beaucoup. Puis, si vous avez aimé le balado, vous voulez faire découvrir Christophe à vos proches, partagez. Et puis, on se revoit bientôt dans un prochain épisode de Terroir Fertile.